Salut tout le monde, c'est Nern. Alors aujourd'hui nous allons booktuber. Enfin on va plutôt manga-tuber vu que c'est quasiment 100% du manga à part le petit roman par lequel on va commencer. Donc, alors pour commencer on va parler de la quête d'Ewillen, tome 2, les frontières de glace. Résumé. Revenus dans l'empire de Gwandalavir, Ewillen et Salim partent avec leurs compagnons aux abords des frontières de glace pour libérer les sentinelles. Ils repoussent en chemin les attaques des guerriers cochons, d'orques et de mercenaires du chaos alliés aux Slitch, mais se découvrent également un peuple allié, les Fael. Également, Salim se lie plus avec Elana, dont les pouvoirs le fascinent. Tandis que face au maître d'armes, Ewillen assoit son autorité et affermit son don. Alors, le petit résumé de la quête d'Ewillen tome 2 ne vous servira à rien si vous n'avez pas lu le tome 1. Alors, pour résumer le tome 1, c'est l'histoire d'une gamine qui s'appelle Camille, qui vit sa vie pépère à Paris. Elle doit avoir quoi, peut-être 12-13 ans, peut-être 14. Et un jour, elle se trouve en danger et elle se téléporte dans une autre dimension. Elle fait face à une créature, un monstre et un chevalier. Et c'est le début de son périple, car cette jeune fille semble liée à l'histoire de cet autre monde. Et Ewillen est particulière, car elle peut faire ce qu'on appelle le pas sur le côté, qui lui permet de traverser la frontière entre les mondes et rejoindre le nôtre. Et ce tome 2, c'est vraiment le début de la quête. On suit Ewillen et le groupe qu'elle a formé dans le tome 1, qui traverse le royaume de Gwandalavir pour accomplir une mission que je ne vais pas vous spoiler parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, œuvre de fantasy écrite par Pierre Bottero, malheureusement un auteur qui est décédé il y a quelques années. Il a quand même eu le temps, malgré le peu d'années en tant qu'auteur, de nous sortir pas mal de livres dans cet univers, dans l'univers d'Ewillen. 2 trilogies, plus une 3e, et d'autres bouquins un peu plus autonomes, et malheureusement un univers qui restera à tout jamais orphelin, semble-t-il, étant donné que voilà, qu'il n'a pas pu terminer son œuvre, le monsieur. Mais ça reste quand même très agréable à découvrir, surtout que c'est un univers riche, même s'il est un peu simpliste par moments. On y revient, les plus, les moins, les moins. C'est parti. Bon bah déjà pour commencer, alors les personnages, ils sont parfois puérils, mais ils sont attachants. Donc c'est toujours agréable. Moi c'est genre j'ai lu le tome 1 il y a 1 an, et là je me suis replongé dedans, et ça a été agréable de retrouver ces personnages. Aussi c'est une chouette aventure. Alors on sent bien les inspirations donc de monsieur Bottero dans tout ce qui est un peu Seigneur des Anneaux, tout ça. Parce que là c'est vraiment... C'est une compagnie qui part pour une quête, il leur arrive des péripéties en chemin, et on découvre un peu tout le monde, et il y a un peu de tout. Il y a le leader charismatique à Aragorn, il y a une sorte d'elfe qui apparaît dans ce tome-là, il y a les chevaliers un peu bourrus, qui font un peu nains dans l'imaginaire, et il y a aussi évidemment comment on pourrait l'appeler, la voleuse, l'assassin, l'acrobate. Donc c'est du jeunesse aussi, donc si vous avez un bon level, un bon background au niveau de la fantasy, ça va pas forcément vous parler. D'ailleurs c'est peut-être le problème, parce que vu que c'est du jeunesse, pour une personne comme moi qui a lu des sagas un peu plus épaisses, type Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones ou j'en passe, voilà, ça se lit très très vite, ça c'est Si vous lisez un peu vite, en 3 soirées, c'est passé, même moins que ça pour ceux qui lisent vraiment vite. Et aussi, c'est le genre de fantasy pour jeunes qu'on conseille. Voilà. Si par exemple vous avez une personne dans votre entourage de plutôt jeune, de 10, 15 ans, qui a envie de découvrir de la fantasy, qui connaît pas forcément bien le Seigneur des Anneaux, qui connaît pas les classiques, et ben c'est le genre de bouquin à conseiller parce que c'est une belle entrée en matière et c'est très intéressant. Voilà, c'était la quête d'Ewillen, tome 2. Et c'était très agréable. Je vais lire le tome 3 d'ici peu. Deuxième lecture, et c'est Little Witch Academia. J'ai déjà fait une vidéo donc sur les OAV qui sont sortis, je le mettrai peut-être en fiche quelque part, un lien. De toute façon, il y aura le lien vers la vidéo que j'ai faite dans la description. Et là, ils le sortent en manga. Alors, c'est le manga adapté de la série télé. C'est sur 2 tomes, je crois. Peut-être plus, je crois pas. Et voyons voir ce qui se passe. Petit résumé. Depuis qu'elle a assisté à un spectacle de magie de la grande Charlie Chariot, Ako n'a qu'une idée en tête, devenir un jour une sorcière aussi puissante et éblouissante que son idole.
Pleine d'espoir, elle suit donc ses traces en s'inscrivant à la prestigieuse école de magie Luna Nova. Mais contrairement aux autres élèves, Ako n'est pas issue d'une famille de sorciers et ne sait même pas monter sur un balai. Heureusement, rien n'arrête l'optimisme et la détermination de la jeune fille qui, grâce au soutien de ses nouvelles amies, Lot et Souci, va surmonter les obstacles qui se dressent devant elle. Comme dirait Shani Chariot, votre magie, c'est d'y croire. Alors, que dire de ça? Eh ben déjà, c'est une belle édition. C'est un poil plus grand que des mangas classiques. Donc, spoil sur ce qui va se passer, ce qu'on va lire après. Donc c'est un poil plus grand. Il y a pas grand chose, mais il y a quand même un peu. Il y a les pages couleurs. Au début, il y a des pages couleurs. Et c'est franchement des belles pages couleurs, bien coloriées. C'est très sympathique, c'est cool d'avoir des pages couleurs au début. C'est franchement une jolie édition. Petit souci, c'est que c'est une adaptation de l'animé. Alors j'ai regardé peut-être 5-6 épisodes de l'animé, il faudrait que je me les refasse un jour pour pouvoir faire une vidéo sur l'animé justement. Et bah apparemment il va y avoir 2-3 histoires originales, et je crois en avoir lu une ou deux. Mais ça adapte l'animé, tout le début c'est l'adaptation des premiers épisodes. Voilà, et c'est un peu dommage, voilà, ça sent vraiment le produit dérivé qui n'a pas vocation à être créatif en lui-même. Ce qui est dommage parce que il y a eu plusieurs adaptations en manga. Les OAV sont des histoires indépendantes qui sont déconnectées du reste. Moi je pense qu'ils auraient pu faire une histoire vraiment déconnectée avec un autre démarrage, une autre trame. Surtout que le dessin est vraiment pas mal et que le découpage est pas mal foutu. Il y a 2-3 planches qui sont vraiment bien foutues. Il y a un petit travail de l'auteur qui gère plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Comme j'ai dit, c'est une adaptation qualitativement et ça apporte rien de particulier par rapport à la série. Vraiment à limiter à ceux qui ont vraiment bien aimé, qui ont envie de se replonger dans l'univers, ou qui ont envie de lire une petite histoire mignonne, vite fait, rapide. Mais ça, voilà, vite lu, vite oublié à mon avis. Le tome 2, il n'y en a pas au-delà, je pense, donc ça va... Voilà, petite déception quand même. J'aurais aimé une histoire originale avec un développement original. Donc, troisième et dernière partie de cette chose, les rôdeurs de la nuit. Donc ça c'est un manga qui m'a été conseillé dans les commentaires donc par Bestiarus MW. Alors on va commencer par un résumé. Japon, début du XXe siècle. Tenjiro, un jeune marchand de charbon, mène une vie sans histoire dans les montagnes. Un jour, après une courte absence, il retrouve les habitants de son village et sa famille massacrés par un ogre. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune sœur, Nezuko. Hélas, au contact de la bête, elle s'est métamorphosée en monstre. Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tenjiro part en quête de vérité. Pour le jeune héros et sa sœur, c'est une longue et redoutable aventure qui commence. Bon alors j'ai pas cherché bien loin, j'ai lu le résumé au dos. Donc, les rôdeurs de la nuit. Un nom pas forcément super bien trouvé je trouve. La version japonaise était mieux je crois me rappeler. Qu'est-ce que j'en ai pensé donc de ce conseil lecture qu'on m'a fait? Eh ben franchement c'est une bonne histoire. Et après avoir lu le tome 1 et 2, on a clairement hâte d'enchaîner avec les autres tomes. Moi franchement la chose qui m'a le plus plu, c'est que ça se passe à l'ère Taisho. Donc c'est le début du XXe siècle au Japon. Ce qui pose un peu bizarre, parce que quand on commence à lire, on voit la façon dont ils sont habillés, dont les personnages vivent, et on se dit merde, mais ça se passe quoi, au XIVe siècle, ça se passe au XVIIe au pire. Alors que non, ça se passe vraiment au début du XXe siècle. Et ça nous montre bien vraiment que le Japon, ça n'a rien à voir avec l'Occident, même si aujourd'hui, il y a une tradition. Les Japonais sont très occidentalisés, leurs villes sont très proches de grandes villes comme New York, comme Paris, comme tout ça. Et à part, dans certains cas, quand on va plus loin dans les campagnes, on se rend pas forcément compte que c'est à ce point-là. Et là, en lisant ça, on se rend vraiment compte que culturellement, il y a une grosse différence au début. D'ailleurs, dans le tome 2, il va à Tokyo. Et là, tout de suite, ça ressemble plus à quelque chose qu'on a l'habitude de voir, des grandes villes avec plein de monde, avec un peu des gens en costume, même si pour la plupart du temps, ils sont en habit traditionnel. Et c'est franchement intéressant, surtout qu'historiquement parlant, c'est une période charnière du Japon, vu que ça se passe, c'est à ce moment-là où en fait la démocratie a cédé la place au totalitarisme. C'est le début de la colonisation avec l'annexion de la Corée, avec la guerre sino-japonaise, la Première Guerre mondiale, parce que c'est ça la guerre sino-japonaise, la Première Guerre sino-japonaise, c'est dans l'ordre de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire c'est le début de l'impérialisme japonais. C'est aussi dans les années 20 le tremblement de terre qu'il y a eu à Tokyo, et franchement ça peut
nous offrir des choses vraiment très intéressantes en matière d'arc narratif. Bon, j'espère qu'ils ne feront pas quand même que le tremblement de terre de Tokyo est dû à des démons. Ce serait un peu de mauvais goût. Mais on peut imaginer par exemple qu'il puisse y avoir un arc qui se passera à ce moment-là, parce que les gens terrorisés, les gens qui sont morts dans... Parce qu'il y a vraiment il y a eu beaucoup de destruction, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu un incendie énorme qui a duré 3 jours, je crois me rappeler. Et ça peut être un très bon cadre pour une histoire avec des monstres à travers la ville et des héros se battant pour protéger les innocents. Autre bon point, le dessin qui est pas mal. Au début très épuré et il commence à devenir plus intéressant par la suite je trouve. Mais franchement le dessin je le trouvais bien sympa. J'ai l'impression que c'est mieux travaillé au fur et à mesure du tome qui passe. Mais c'est une bonne impression. Aussi intéressant, alors là dans cette histoire on parle d'ogre. Sauf que ça semble être un mélange entre l'ogre japonais, donc le monstre cornu qui dévore les gens, avec plutôt une figure type vampire. Parce que voilà, c'est... même si on sent que... ça se voit dans le dessin, la sœur, elle fait pas ogre, elle fait vampire avec ses canines ressorties, tout ça. Pareil, le personnage qu'on voit là, qui est un des antagonistes, voilà, avec ses yeux rouges, ses ongles crochus, on pense plus à un Dracula qu'à un ogre classique. Mais sachant que il y a plusieurs formes et on voit apparaître des gens qui ont été infectés, qui ont des cornes, qui ont des différences physiques qui les éloignent des vampires. Mais on sent quand même que l'auteur a mélangé une créature japonaise, donc l'ogre, à une créature plus occidentale, plus empreinte de la culture moderne, le vampire je pense. Par contre, ça nous amène à un problème selon moi, même, voilà, c'est un shonen, c'est dans le Jump, c'est pour les jeunes. C'est un peu gentil niveau gore, voilà. Dans les scènes d'horreur où tu vois les ogres qui dévorent, qui sont censés arracher la chair pour dévorer la chair, bah, on n'a pas l'impression qu'ils dévorent la chair, on a vraiment l'impression qu'ils boivent le sang et que ça va pas plus loin que ça. Parce qu'on voit pas forcément de corps démembrés, on voit pas forcément au-delà. On a vraiment l'impression que les corps sont clean et qu'il y a du sang, donc ils ont bu le sang. Donc ça, voilà, c'est peut-être dû aussi au côté shonen, mais je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin dans le gore, montrer des membres un peu séparés des organes, tout ça. Voilà, voilà. Donc, ce sera tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me proposer des lectures. Bah ça, on m'a proposé Les Rôdeurs de la Nuit. Je connaissais déjà, j'avais déjà vu vite fait sur internet, mais je ne m'étais jamais plongé dedans parce que je me suis dit, voilà, je suis en train de me faire The Promised Neverland, je suis en train de me faire Black Clover, il y en a d'autres que je suis en train de me faire. Si je commence aussi ça, je suis pas sorti de l'auberge. Mais bon, là j'ai commencé, c'est intéressant, donc on va suivre ça attentivement. Pas grand chose de plus. N'hésitez pas à liker, partager. Ça sera bien tout. En commentaire, vous retrouverez donc un lien vers le petit fanzine que j'ai fait pour les 1 an de la chaîne. D'ailleurs, il y a un lien aussi vers Wattpad pour ceux qui ne veulent pas télécharger le PDF et qui veulent juste lire les nouvelles. Il y a le lien donc vers mon Wattpad, n'hésitez pas à vous abonner aussi là-dessus. Sinon, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Twitter, même si sur Facebook j'y vais pas trop, mais bon, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis salut. Salut!